Mais ce soir, le sujet, c'est vraiment investir dans l'économie réelle. Et donc, je vais essayer de vous expliquer un peu plus clairement ce que ça veut dire, ce que ça représente, quels sont les intérêts. Donc, déjà, je vais commencer par définir ce que c'est, parce que c'est vrai que c'est une notion qui est, on le verra, assez nouvelle. Et donc, il faut déjà bien comprendre un peu ce que ça représente. Pourquoi investir? Donc ça, c'est de manière générale. Pourquoi investir? Quel est l'intérêt de le faire? Les buts et avantages d'investir. Ensuite, justement, ce côté spécifique d'investissement dans l'économie réelle. Pourquoi et comment le faire? Puis, quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous pour pouvoir le faire? Alors déjà, l'économie réelle, c'est quelque chose qui est assez récent. Donc ça date du XXe siècle, cette notion où tout d'un coup on a vu que peut-être il y avait une certaine dichotomie entre les marchés financiers qui sont plutôt opaques, difficiles à comprendre, et l'économie qu'on pourrait considérer comme plus réelle, plus locale, qui nous entoure en fait. Et puis il y a aussi la notion d'économie réelle comparée à l'économie virtuelle. Donc là, la virtualité avec Internet, etc. Mais on verra que peut-être le côté assez amusant de la chose, c'est que l'économie virtuelle est peut-être ce qui va aider le plus l'économie réelle. Et ça, on le verra probablement par la suite. Donc plus précisément, l'économie réelle, on désigne vraiment où il y a un impact sur l'économie locale, sur ce qui nous entoure. Et une chose qui est très importante, c'est quand justement l'argent est transformé en autre chose. Ce n'est pas de l'argent pour générer de l'argent, ce n'est pas de l'argent qui est échangé et qui donnera des résultats d'argent, mais vraiment l'argent qui se transforme en marchandises, en biens, en services, et qui justement offre est recyclé, réutilisé. Et il y a vraiment un effet multiplicateur de cet argent. C'est-à-dire que dès qu'on investit dans l'économie réelle, il y a un impact sur plusieurs acteurs et donc ça recycle et ça a un effet beaucoup plus important. Par contre, alors, justement, par opposition, l'économie réelle au marché financier, alors là, c'est vraiment les marchés financiers, c'est où on achète et on vend des actifs entre sociétés ou individus. Il y a vraiment le côté important des marchés financiers, c'est vraiment le prix, c'est vraiment basé sur l'offre et la demande en continu. Mais ils ont aussi pour objectifs qui sont quand même très importants pour l'économie et il ne faut pas le négliger, c'est vraiment de collecter les investissements de capitaux, c'est-à-dire que les sociétés dans lesquelles on investit, typiquement quand on parle d'une IPO, donc c'est quand une société elle a levé des fonds en amont, elle est dans le domaine privé, il y a des gens qui ont justement investi, qui ont l'argent qui est bloqué dans ces sociétés, au moment où elle rentre sur les marchés de capitaux, là, cet argent devient beaucoup plus liquide et des gens qui étaient là depuis peut-être 5, 10 ans, qui ont peut-être aussi envie de sortir de cette histoire, qui ont déjà peut-être bien gagné, tant mieux pour eux, mais disons, ils peuvent vendre leurs actions et récupérer de l'argent pour peut-être mettre dans d'autres projets qui les intéressent plus, parce que maintenant ce projet a réussi et donne autre chose. Il y a aussi la notion de transfert de risque qui est pas négligeable dans ce domaine-là. C'est typiquement on prend une assurance pour protéger nos risques par rapport à ce qu'on a, par exemple, dans des actions. Si on a des actions d'une société, plutôt que de simplement les vendre, on prend une option pour éviter les risques de baisse importants. C'est vraiment un côté assurance. Ça évite de vendre l'action en elle-même ou le bien en lui-même. On prend cette option pour être protégé. Et puis, ça a aussi une autre notion, ça c'est plutôt dans le domaine du crédit, dans les obligations. Ça permet il y a le côté action pour la valeur, puis ensuite dans le taux, c'est les obligations. C'est vraiment donner, avec l'offre et la demande, comme on voit en permanence les fluctuations de prix, ça donne une idée du prix et de la valeur des différents actifs qui sont sur les marchés financiers, qui donne aussi, d'ailleurs même pour les sociétés privées, on a tendance pour se donner une meilleure idée de leur valeur, à regarder ce qui se passe sur les marchés plus liquides,
qui sont basés justement sur les marchés financiers. Alors, investir. Investir, c'est vraiment l'idée de, on met de l'argent maintenant pour avoir des rendements et des résultats futurs. C'est de l'épargne qu'on a actuellement qui, au lieu de la laisser sur un compte qui n'est pas, enfin que soi-même on ne décide pas ce qui devient cet argent, on l'investit. On peut l'investir dans des biens de production, on peut remplacer des machines qui sont obsolètes, on peut utiliser cet argent pour justement générer quelque chose de supérieur dans le futur. Il y a vraiment cette notion, maintenant, on sort de l'argent, on met dans quelque chose, ça nous coûte, mais sur le futur, normalement, ça devrait nous rapporter plus et peut-être aussi donc plus sous forme de rendement, mais aussi sous forme de plus-value, suivant quel bien c'est. Donc vraiment, le moteur d'un investissement, de tout investissement, c'est la perspective d'en retirer un profit dans le futur. Alors, pourquoi investir? Donc, l'idée, c'est d'utiliser les capitaux dans un but de profit. C'est vraiment cette idée-là qui est toujours là et qu'il est aussi bien pour un investisseur privé que pour les fonds de pension, que en gros tous les acteurs qui souhaitent investir de l'argent, c'est dans cette idée-là. Il y a cette notion de mettre l'argent au travail. Donc c'est en opposition avec peut-être travailler pour avoir de l'argent. Là, on a de l'argent, qu'est-ce qu'on en fait? On le met au travail plutôt que juste le dépenser en biens de consommation qui sont bien sur le moment, ça nous fait plaisir. Mais par la suite, ce plaisir disparaît et il n'y a pas justement le côté rendement, retour sur investissement. Donc ça, c'est très bien expliqué dans un livre qui s'appelle Rich Dad, Poor Dad, ou Père riche, Père pauvre, où on apprend bien cette notion de différence entre actif et passif. Donc un actif va générer vraiment un revenu, et un passif va générer une dépense. Voilà, il y a deux choix. Soit j'achète une voiture, elle sort du garage et perd 25%. Ça, c'est une dépense, claire et nette. Elle va me coûter parce qu'il faut payer des assurances, il faut payer de l'essence, il faut changer les pneus, etc. Ou alors, j'investis dans, par exemple, un appartement que je vais louer. Et donc, j'achète cet appartement, je vais le louer, je vais avoir tous les mois un loyer qui tombe, qui va malgré que je dois sortir bien sûr l'hypothèque et des frais, mais au final, j'aurai un petit revenu par rapport à ça. Donc c'est vraiment une différence de mettre l'argent au travail. Donc cet argent, il va être travaillé tout seul, en partie, mais disons qu'il va travailler, il va ramener quelque chose, et le côté travailler pour gagner de l'argent, où là, en fait, on est très vite taxé. Donc, là, c'est cette idée d'investir maintenant dans l'idée d'avoir des rendements ou une plus-value dans le futur. Et puis, maintenant, la question, c'est pourquoi investir dans l'économie réelle, à défaut de l'économie plus ou moins normale ou financière, on va dire. Alors, le but est toujours le même. Toujours faire travailler son argent. Ça, c'est clair. Un investissement, c'est son but en soi. Par contre, la différence dans l'économie réelle, c'est que l'impact est vraiment différent. Par exemple, vous faites construire une maison. Cette maison, vous allez payer quelqu'un pour la peindre, qui lui va devoir acheter de la peinture à la personne qui la vend, qui lui va peut-être acheter une voiture au garagiste, etc. etc. Donc vraiment, il y a un effet qui se développe et qui est souvent très local, donc pour toute la société qui nous entoure, mais qui peut aussi être plus global. Mais l'idée, c'est vraiment que ça impacte plusieurs personnes plutôt qu'une seule. Parce que dans l'économie de marché, c'est un marché secondaire, donc ça veut dire que la personne qui a acheté l'action avant vous, par exemple, elle vous la vend, donc elle fait peut-être un gain, mais ce gain, elle va le réutiliser pour probablement acheter une autre action, plutôt que payer quelqu'un pour faire un travail, plutôt que vraiment agir sur ce qui l'entoure. Donc ça, l'économie réelle, c'est vraiment l'économie primaire où on a un impact direct. Donc là, c'est une illustration que je trouvais assez parlante. C'est justement là, avec nos dollars, notre argent,
on a vraiment un impact sur toutes les billes. Là. Donc vraiment, avec votre argent, vous avez un bang qui est beaucoup plus fort sur toutes les autres personnes qui sont impactées par le fait d'avoir mis de l'argent, plutôt que juste la personne qui vous a vendu une action, par exemple. Alors, comment investir dans l'économie réelle? Alors, on peut le faire de différentes manières. Bon, il y a sous forme d'achat, sous forme de prêt, donc pour les particuliers et les entreprises, et sous forme de prise de participation, donc ça c'est plus sous forme de capital. Alors, les différents types de biens et les matières premières qui font partie de l'économie réelle. Les autres matières premières sont vraiment utilisées pour faire d'autres choses, mais là, en termes d'investissement, ce n'est pas vraiment le cas parce qu'on ne génère pas des rendements. C'est vraiment, on extrait du pétrole et puis ensuite on le brûle, on le boit pareil, mais ça fait partie quand même des types d'investissements potentiels dans l'économie réelle. Typiquement aussi la nourriture, c'est du réel, c'est du concret. Les paysans font partie de l'économie réelle. L'autre bien qui est souvent utilisé, qui est l'un des plus représentatifs de l'économie réelle, c'est les immeubles, l'immobilier en général. Et puis le petit dernier, c'est les startups et les PME qui font vraiment partie du tissu local, qui font partie de l'économie réelle, qui proposent, on le sait, typiquement en Suisse, c'est vraiment l'un des moteurs principaux de l'économie. C'est vraiment très très important dans l'économie locale. L'immobilier, alors c'est bien sûr le plus connu, c'est le plus évident par rapport au côté réel de l'économie. C'est un toit sur sa tête, donc il n'y a rien de moins, qui peut être plus réel que ça. Ça nous protège. C'est vraiment du concret. Et puis, il y a une chose qu'il ne faut pas négliger dans le domaine immobilier, c'est qu'on a un effet de levier. C'est-à-dire que, typiquement en Suisse, c'est 20% de fonds propres, donc on amène 20%, on va dire qu'on amène 200 000, et puis après, c'est pour simplifier les calculs, hein. Et puis après, on a 1 million pour, par exemple, construire une maison. Et cette maison, quand on la construit, on a 1 million qui est utilisé pour payer le charpentier, le menuisier, les différents peintres, les différents corps de métier qui, eux, justement, vont aller se fournir dans différents magasins, dans différentes choses. Et donc ça, c'est vraiment ce qui est, on va dire, le plus local. Parce qu'en plus, physiquement, c'est local. On ne peut pas le déplacer, on ne peut pas le globaliser, on ne peut pas le digitaliser. Donc ça, c'est vraiment l'exemple type de l'économie réelle qui a un impact vraiment énorme puisque, en tout cas, au moment de la construction, c'est vraiment là où cet investissement s'éparpille dans toute l'économie et le tissu local. Et on dit quand la construction va, tout va, c'est pas pour rien, il y a quand même vraiment des effets qui sont là. En plus, il y a l'encouragement à l'achat et à la construction qui est bien là, puisque même justement on peut retirer son fonds de pension. Donc c'est quand même considéré comme un des meilleurs investissements dans le temps. Alors j'ai regardé pas mal de résultats sur les 50 dernières années, etc. Ce n'est pas le meilleur, mais c'est toujours dans les 2-3 premiers sur différentes périodes. Et c'est aussi très stable. Et comme je dis, c'est aussi un toit pour se protéger. C'est aussi quelque chose qui est bien là, qui est concret et qu'on peut soit louer, soit revendre. La chose qui est un peu moins pratique, c'est que c'est pas très liquide. Il y a quand même tout un processus qui est un peu complexe par rapport à aller voir un notaire, etc. Mais là, les banques, elles n'ont pas de problème à prêter parce que justement, il y a le côté physique qui est là et qui les rassure et qui les protège. D'ailleurs, les rendements de ces fonds-là sont détaxés en Suisse, donc c'est vraiment encouragé énormément. Après, par rapport à justement, maintenant, il y a toute une idée de pouvoir essayer de tokeniser un peu un immeuble ou un appartement pour pouvoir le tokeniser. Donc, c'est-à-dire, là, c'est plus par rapport au blockchain, etc. Et c'est essayer de le rendre en petites parties pour le rendre plus liquide, en fait. C'est un moyen de tokeniser. Ça veut dire non. Ça a à voir avec le blockchain et puis avec
avec ces monnaies crypto, voilà, Bitcoin et cryptocurrencies. Donc l'idée, c'est d'avoir... Oui, le faire en petites parties, en petits morceaux, et chacun détient un petit morceau de propriété, en fait. Donc c'est un peu en train d'être fait, d'être étudié, mais l'idée, c'est que justement, on arrive à changer des choses réelles comme ça, en petites parties, et qu'on détient une partie de propriété. C'est la différence entre ça et ici? Entre ça et là, ici, c'est plus le côté, justement, un peu plus liquide. Parce qu'en fait, ces tokens seront plus petits, représenteront une plus petite partie de l'immobilier et on peut plus facilement les acheter et vendre. Mais c'est vrai que la SI est un moyen actuellement pour pouvoir, entre guillemets, un immeuble, le rendre en plus petite part sous forme d'action. Et puis d'ailleurs, justement, par rapport à cette tokenisation, je ne sais pas si vous connaissez le site coca.ch, eux, par exemple, récemment, on pouvait acheter une petite partie d'un Picasso. Donc ils ont réussi à le rendre en plein de petites parts de 50 francs. Et puis donc on détient un acte de propriété d'une partie de ce Picasso. Donc voilà, ils ont commencé, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, qui pourra peut-être justement potentiellement offrir pas mal de possibilités, et c'est ce que je disais à un moment au début, de possibilités d'investir plus facilement dans l'économie réelle et dans les choses plus réelles. L'autre possibilité actuelle, c'est dans le prêt de gré à gré. Maintenant, le mot plus utilisé, c'est peer-to-peer lending. Donc, l'idée, c'est vraiment des prêts directs entre investisseurs et emprunteurs. Les emprunteurs peuvent être des privés ou des sociétés. Et en gros, ça offre un investissement, un rendement qui est meilleur puisqu'il n'y a pas l'intermédiaire des banques. L'idée, c'est grâce à Internet, c'est là où justement la technologie permet de faciliter ce type de prêt, puisque avant, on pouvait prêter facilement à nos amis, nos proches, etc. Maintenant, avec ces plateformes, ça a été un peu institutionnalisé, contrôlé. Il y a justement tout un dossier de la personne qui vous emprunte, pourquoi elle emprunte, etc. Et après, c'est à vous de faire votre opinion. Mais le gros avantage, c'est que si quelqu'un emprunte 10 000 francs, on peut casser ça, entre guillemets, en termes de risque, avec plein de monde à 50 francs, ou des choses comme ça. Alors ça, c'est en théorie... Enfin, on le fait dans beaucoup de pays. Malheureusement, en Suisse, il y a la loi sur les banques qui empêche ça. Et donc, le prêt, en tout cas au privé, on ne peut pas le faire à moins de 20 personnes. Enfin, on ne peut pas avoir plus de 20 personnes qui prêtent à une seule. Donc ça, c'est la loi sur les banques. Sinon, il faudrait virtuellement avoir une licence bancaire. Donc pour l'instant, ils ont laissé, le 1er août, ils ont dit oui, vous pouvez. Et puis en fait, mi-décembre, ils ont dit non, vous ne pouvez plus. Donc il y a certaines plateformes qui se sont retrouvées un peu moins bien, mais disons que c'est quelque chose qui existe aussi aux US, un peu partout. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Lending Club, qui est un des plus gros. Ils ont aussi fait les unes parce qu'ils ont fait des choses qui n'étaient pas idéales. Mais c'est vrai que aussi ce genre de plateforme est vite passé. Plutôt que peer-to-peer, ils ont vite institutionnalisé ça et ils proposent ça à des grandes institutions, style Goldman Sachs ou n'importe quoi. Donc ils ont regroupé plein de petits emprunteurs et puis ils ont vendu ça en gros à des grosses institutions, alors que là, l'idée, c'est plus d'avoir une personne qui emprunte auprès de plein de personnes. Mais voilà, donc mais c'est quelque chose de très gros et c'est d'ailleurs la partie du crowdfunding qui est la plus grosse pour l'instant. C'est vraiment le crowdlending. En tout cas, dans le monde, c'est ça qui fonctionne le mieux. Et ensuite, l'immobilier. Mais l'immobilier est en train de rattraper très vite. Et puis ensuite, la dernière possibilité qui s'offre à nous actuellement, d'investir directement dans l'économie réelle, c'est d'investir dans les startups et les PME. Donc vraiment de devenir actionnaire, de devenir acteur de la réussite de ces entreprises. Parce que justement, comme il y a le côté proximité, le côté réel, on peut vraiment, quand on investit, on devient actionnaire, mais on peut également aider l'entrepreneur, le soutenir, l'encourager, parce qu'on a tout intérêt à ce qu'il réussisse. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau et qui est facilité par les plateformes de crowd investing, dont Bidou en est une. Mais disons que l'idée, c'est vraiment
c'est vraiment de proposer à l'entrepreneur déjà de trouver des fonds, première chose, parce que c'est quand même quelque chose qui est, comme je l'ai dit au début, très difficile. Ensuite, ces gens qui investissent peuvent le conseiller, l'aider, fournir leurs idées. Lui, il peut également les contacter, leur demander certains avis, par exemple, sur le lancement d'un nouveau produit. Ça, c'est quelque chose qui fait énormément de sens. Et puis les gens, au lieu de simplement dire « oui, c'est une géniale idée », ils vont peut-être réfléchir en se disant « ouais, mais j'ai investi, donc est-ce que vraiment c'est quelque chose qui vaut la peine et qu'on aimerait voir que l'entreprise mette des ressources là-dedans ». L'investissement participatif, là, on part avec des sommes à partir de 1 000 francs. En tout cas pour Bidou, mais il y a beaucoup de plateformes, c'est à peu près ça actuellement, en tout cas en Suisse. Avec justement l'Internet, on arrive à simplifier la relation, on la simplifie au maximum, c'est-à-dire que l'actionnaire, il a ses droits et ses devoirs, la même chose que pour n'importe quelle société. Et donc, il peut participer aux AG, il peut voter, bien sûr, etc. Et tout ça, c'est facilité par l'Internet. On arrive à faire des webinars, on arrive à, typiquement pour la relation entre l'entrepreneur et les investisseurs, on a un forum où il y a des discussions, ces échanges qui sont là. Et les investisseurs peuvent vraiment participer s'ils le souhaitent. Après, ils ne sont pas obligés, mais oui. Donc, oui.